Bonjour, je suis Aurélie de Brito. Je voulais déjà me présenter, je suis facilitatrice en constellation familiale. Mon travail est de débusquer, de trouver l'origine de votre problème, ce qui vous embête aujourd'hui dans votre présent, pour trouver son origine dans le passé ou dans votre transgénérationnel, et enfin vous faciliter la vie, afin que votre avenir soit plus léger. Dans cette vidéo, le thème est la blessure d'humiliation. Donc la blessure d'humiliation sous le regard des constellations familiales et surtout comment la repérer, comment savoir si on est porteur de cette blessure. Eh bien, en vérité, beaucoup de gens l'ont, pas tous, mais elle fait partie des 5 blessures de Lise Bourbeau, qui est quand même connue, réputée, pour nous mettre dans des impasses. La blessure d'humiliation, l'humiliation c'est quoi? C'est une honte, une sorte de culpabilité portée, des fois même jusqu'à un dégoût de soi, ça peut être physique, de son mental, de son comportement, des traits de caractère qui nous montrent qui nous sommes. Et cette blessure peut être portée en transgénérationnel, bien sûr. Donc, ce qui est important de savoir dans cette blessure, c'est qu'en fait, souvent, elle relève de tabous. Dans les familles, il y a des tabous, des secrets, qui font que l'humiliation peut être portée de génération en génération. Imaginons que vous aviez quelqu'un dans votre famille qui a commis quelque chose, qui a porté l'opprobre sur votre nom, ceci vient jusqu'à vous et se transmet par une honte. Alors la honte du corps, souvent, vient finalement du dégoût peut-être de ses envies, de ne pas assumer ni ses envies, ni sa sexualité ou des choses comme ça. Beaucoup de mémoires d'abus d'ailleurs viennent se coller à cette blessure d'humiliation. C'est en fait un nom qui a été sali, donc sur plusieurs générations. La blessure d'humiliation, comment repérer que vous l'avez, que vous la portez? En fait, vous vous sentez indigne. Dans ce cadre-là, vous pouvez même penser que vous n'êtes pas digne d'être aimé ou respecté pour qui vous êtes. Vous pouvez avoir un dégoût de vous-même, être extrêmement perfectionniste, parce que vous ne voulez absolument pas que le regard des autres se porte sur vous et remarque quelque chose ou vous critique. Vous pouvez être quelqu'un d'au contraire très généreux, qui donne beaucoup de soi et qui a tendance justement à s'oublier, parce que vous préférez l'autre comme s'il avait plus de valeur que vous-même. Ce qui caractérise cette blessure d'humiliation, c'est souvent ce qu'on appelle donc le masque du masochisme. Donc en fait, finalement, quelqu'un qui se fait du mal. Par exemple, dans une situation, vous pouvez vous en vouloir énormément, que vous n'avez pas fait une chose ou une autre. Et cette blessure, vous la portez en essayant d'être la meilleure personne possible, parce qu'en fait, votre estime de vous est plutôt basse, et que dans ce cadre-là, vous avez l'impression que la moindre honte rajoutée à celle que vous portez déjà serait insupportable. Donc, souvent, vous pouvez peut-être même avoir tendance à être trop généreux, à tout donner aux autres et plus rien avoir pour vous. Comme si vous n'aviez pas le droit de prendre du plaisir dans les choses, comme si vous n'aviez pas le temps d'être libre et d'avoir du temps pour vous. Vous occupez votre planning en vous occupant de tout le monde. Mais finalement, aucun moment pour vous. Si du temps se libère, vous allez en fait vous occuper encore de quelqu'un d'autre et pas prendre du temps pour vous. Si elle n'est pas soignée, bien évidemment. Le cas contraire, quand cette blessure est soignée, vous n'avez plus du tout de culpabilité à prendre du temps pour vous, à vous faire plaisir et à prendre des moments de pause qui sont bien mérités. Donc on voit un petit peu quand cette blessure est constante, encore active, ou quand elle a été traitée en constellation familiale par exemple. Donc la blessure d'humiliation peut être sur pas mal de choses. Si vous avez un parent qui vous critiquait énormément, ce qu'on peut savoir, c'est que souvent, si vos parents vous critiquent sur sur un défaut qu'ils estiment être un défaut, que ce soit physique, mental, un handicap ou autre chose, c'est que votre parent souvent lui-même a été moqué, lui-même a été critiqué, rabaissé. Donc c'est une forme un petit peu de reprendre l'aval, ou c'est une forme d'habitude, donc transgénérationnelle. Si le parent a été critiqué, il répète les mêmes phrases sans même des fois y réfléchir.
Et si ça ne vient pas de ça, ça peut être aussi, à l'initiative, d'un parent qui vous trouverait, pas, conforme à sa norme familiale. Par exemple, un parent, qui, trouve que de tous ses enfants sont beaux, s'il estime que vous avez un défaut physique, il peut se dire que vous ne faites pas partie du lot, que vous n'êtes pas, vraiment de cette famille. S'il vous trouve trop petite, trop maigre, trop grande, trop grosse, si vous avez un strabisme, si vous êtes bossu, et il peut décider en fait, de manière, complètement incongrue que vous êtes, dans la non pas dans la norme et du coup moche, et vous pouvez revoir donc ce visage de honte sur le visage de votre parent, et ça c'est très traumatisant. Donc ça vous crée un traumatisme. Pareil pour un handicap, hein. Certains parents n'assument pas que leur enfant soit handicapé, qu'ils aient un trouble 10 par exemple, pour tous ceux qui sont hypersensibles. Certains n'assument pas aussi qu'un enfant puisse, être en dehors du cadre, tout simplement. Si cet enfant a des dons ou des choses comme ça. Heu, il se peut aussi que, par exemple, si vous êtes dans une famille qui est très bonne en sport et si vous avez, des difficultés dans les mouvements, par exemple, par exemple la dyspraxie, eh bien, cette famille peut, du coup, vous mettre de côté puisque vous n'êtes pas dans les critères familiaux. Tout le monde est bon en sport. Vous ne répondez pas, en fait, à l'appel. Vous ne répondez pas aux normes que la famille s'était fixées. Ça peut être pareil si, par exemple, vous êtes dans une famille d'intellectuels, qu'à contraire, si vous avez une dyslexie ou une dysphasie, ou que vous n'arrivez pas non plus à vous exprimer, des choses comme ça, on va pouvoir trouver, que vous ne faites pas partie, que vous faites tâche en gros dans le paysage, et on va vous l'exprimer par des, remarques, des critiques, des mots rabaissants, humiliants. Donc avant surtout, c'est ce que j'allais dire, dans tout ce qui était trouble 10, je fais une petite parenthèse sur ceux qui sont hypersensibles, HPI, HPE, TDAH, TDA, tout ça, c'était pas du tout reconnu. Donc il se peut que si vous avez un trouble 10, votre parent était peut-être porteur lui aussi d'un trouble 10 parce qu'il avait aussi un HPI ou un HPE, par exemple, puisque c'est en général du transgénérationnel, c'est héréditaire. Eh bien, il se peut que lui-même ait été mis de côté dans ses difficultés d'apprentissage à l'école, et que du coup, en vous voyant, ça lui rappelle, ça lui remémore ses blessures d'humiliation, et c'est insupportable pour lui. Vu qu'il ne les a pas acceptées chez lui, il n'arrive pas à les accepter non plus chez vous. Ceci est un exemple. Après, on peut avoir de l'humiliation qui se répète. Si vous en avez vécu petit, vous pouvez en avoir aussi ensuite dans toutes les structures que vous allez fréquenter. Vous pouvez peut-être être, victime de harcèlement scolaire, on en entend beaucoup parler en ce moment. Ceux qui sont, tout le temps humiliés avec des insultes constantes, on entend: «Tu es nul, tu es gros, tu es sale», enfin en fait le bouc émissaire finalement. Et souvent les enfants qui critiquent sont ou des enfants, de familles dites parfaites, ou au contraire des enfants qui eux-mêmes sont critiqués dans leur milieu familial et qui vont en fait trouver un bouc émissaire pour, un exutoire pour ressortir les insultes qu'ils ont, pris. Puisqu'en fait les mots violents et durs comme ça ne sont pas digérés. Donc en fait, l'enfant va faire l'inverse et des fois en fait retrouver un bouc émissaire pour relancer l'agressivité qu'il a lui-même subie dans sa famille, dans son milieu familial. Après, si c'est transgénérationnel, il peut avoir plusieurs causes. C'est pour ça que c'est important de faire une constellation familiale individuelle qui vous dira la cause réelle de votre famille et pas celle d'une autre. Mais en citant des cas, on peut avoir par exemple une famille qui a très bien réussi financièrement, de la haute comme on dit. Quelqu'un qui est socialement très bien vu, a pu très bien avoir dans son passé, dans son transgénérationnel, un aïeul, un grand-oncle par exemple, un arrière-arrière-grand-oncle, qui a mis l'opprobre sur la famille en utilisant mal le nom. Par exemple, en utilisant mal ses ressources. Peut-être qu'il a dilapidé dans l'alcool, dans des addictions, qu'il a maltraité ses employés, qu'il a volé même des clients, ou qu'il n'a pas payé ses fournisseurs, par exemple. Et dans ce cadre-là, il a sali le nom de la famille sur plusieurs générations. Donc, il se peut très bien
que plusieurs générations plus tard, si vous êtes dans un milieu social élevé, que vous perdiez tout également. Un petit peu comme si on venait récupérer un petit peu le mal qu'avait été fait dans le passé. Vous pouvez garder comme idée que l'argent est sale, que l'argent, forcément, est mal utilisé. Une pensée limitante se crée dans un milieu familial. Et dans ce cadre, ça reste dans votre milieu familial. Si elle n'est pas nettoyée, vous pouvez perdre à chaque fois que vous gagnez de l'argent, tout perdre. Puisque l'idée, l'association de l'argent, l'abondance n'est pas du coup euh, collée à l'idée de bonheur, mais plutôt collée à l'idée de malfaiteur. Si vous ne voulez pas être malfaiteur, vous portez cette blessure d'humiliation et vous voulez faire un monde honorable. Et dans ce cadre-là, réparer un petit peu l'injustice commise par la personne de votre famille, quoi. Donc il peut y avoir pas mal de choses comme ça. Un autre exemple, imaginons, quand les Allemands sont arrivés en France, à l'époque, il y avait beaucoup de jeunes filles qui partaient filles au père, travailler un petit peu chez un patron, à Paris ou à d'autres endroits. Si cette jeune fille revenait dans la famille enceinte, il n'y a pas de père connu. Mais qui donc est le père? Pas de repère. Donc on va chercher où est le père. Il y a un problème de filiation. Donc vous allez porter dans votre transgénérationnel une humiliation, puisqu'à l'époque, en plus, la religion était très importante. Une fille qui revenait enceinte sans père, sans être mariée, c'était vraiment une honte familiale. Quelque part, elle avait sali le nom. Mais il pouvait avoir plusieurs causes. Cette personne, peut-être, a été abusée, ou par un patron, une figure d'autorité, ou par quelqu'un d'autre. Les Allemands étaient là. Est-ce qu'elle a pactisé avec le diable quelque part? À l'époque, c'était comme ça que c'était considéré. Est-ce que, en fait, cette jeune fille a simplement eu un chéri, un amour de jeunesse, mais a succombé au péché? Voilà comment c'était considéré, en tout cas, dans l'inconscient collectif. C'est ça qui est important. Je ne mets aucun jugement là-dessus, puisqu'en fait, la réalité n'est pas vraiment l'acte, c'est comment ça a été perçu. Parce que l'esprit fait une confusion des choses. En fait, l'esprit ne comprend pas ce qui est réel ou pas. Dans ce qui est dans l'inconscient, en fait, domine. Donc si dans l'inconscient collectif, c'était très grave et c'était fauté, l'humiliation persiste. Donc en fait, c'est pas l'événement qui est important, c'est comment il a été vécu et transcrit, comment il a été compris. Voilà l'importance. Si donc c'était une honte que cette personne revienne comme ça, alors je ne sais pas si vous avez connu, bon, ça se sait quand même, à l'époque, les femmes, il y a eu pas mal de femmes qui ont accouché à Versailles qui n'avaient pas de père, en tout cas que le père n'était pas présent. Beaucoup de femmes célibataires ont accouché à Versailles pour justement cacher ces naissances qui n'étaient pas, comment dire, qui n'étaient pas reconnues. Donc en fait, des fois, la personne abandonnait l'enfant. Donc là, beaucoup de blessures justement, humiliation, car je ne suis pas une bonne mère, j'ai abandonné mon propre enfant. Cette personne va continuer avec cette blessure d'humiliation. Donc il y a plein de choses, et du coup, même si c'est un secret de famille qui ne va pas être dit, il est transmis dans vos cellules. Votre inconscient le sait. Votre inconscient même va l'inquister dans votre corps. Donc il y a des choses à libérer dans votre corps. Les cellules de honte sont programmées. Donc des fois, pour cacher une grossesse, des gens prenaient beaucoup de poids aussi. Cacher un petit peu ce ventre rond, arrondi, pour ne pas qu'on voit qu'en fait la personne était enceinte. En fait, il y a plein de cas possibles. Quand on se connaît un petit peu l'histoire, on se rend compte qu'il y a des choses qui se sont répétées par contre, comme là. Après, ça pouvait être aussi quelqu'un qui a été victime d'un abus. Pareil, les abus sexuels, souvent, c'est la victime qui se sentait humiliée. Même si c'est absolument pas logique. Mais dans la réalité, dans l'inconscient, c'était la faute qui était collée sur la personne qui avait été abusée, homme ou femme. Donc ça, c'est pareil, vous allez porter dans vos mémoires, engrammé dans vos cellules. Donc il y a plein de choses en fait qui peuvent vous faire revenir dans votre présent à une blessure d'humiliation. Donc il y a aussi le fait d'être abaissé au niveau psychologique.
Parce que, par exemple, vous pouvez même carrément des personnes qui ont une grosse blessure d'humiliation peuvent même tomber carrément sur des pervers narcissiques, des gens qui vont encore plus les humilier, des partenaires qui sont plutôt toxiques, dans le sens qu'ils vont toujours, toujours les rabaisser. Et en fait, là où c'est pas correct, parce que ces gens existent, mais c'est qu'une personne qui n'a pas cette blessure d'humiliation saurait poser ses limites et dire stop tout de suite. Quelqu'un vous critique, même dans le milieu du travail, hein, ça peut arriver. Imaginons que quelqu'un vous rabaisse en public. La logique serait de bloquer cette personne et de lui dire stop. Ce que tu dis ne m'appartient pas. Tu es en train de me critiquer ouvertement, mais ce que tu dis n'est pas fondé. Normalement, quelqu'un où la blessure d'humiliation serait traitée pourrait remettre en place une personne qui dépasse. Car toujours, il y a des personnes qui dépassent les limites. Mais il faut savoir poser ses limites. Ça, ce travail-là, on peut le faire en constellation familiale. D'apprendre à poser ses limites. Parce qu'en fait, normalement, si vous posez vos limites, vous expliquez à la personne en face de vous comment elle doit vous traiter. Mais si, dans ce même événement, on voit que le cerveau le prend différemment, ça dépend de du discours que vous vous dites dans votre tête. Si vous avez cette blessure d'humiliation active, et que vous vous dites « Ah bah en fait, il me critique, mais il a raison ». Si vous vous dites ce qu'il dit finalement, il a raison, je suis nul, je suis mauvais, je suis... En fait, vous allez donner un aval important et du pouvoir à cette personne. Si vous donnez du pouvoir à cette personne, eh bien, elle va continuer à vous humilier, à vous critiquer. Et on peut même tomber jusqu'à un excès total, limite le syndrome de Stockholm, où vous allez adorer être avec cette personne qui vous humilie sans arrêt, qui vous rabaisse. On a beaucoup le cas des fois de deux personnes, des meilleurs amis, qui en fait sont les pires ennemis, puisqu'ils sont toujours en train de se critiquer. Ils se jalousent mutuellement, des choses comme ça. Donc quand vous avez de la blessure d'humiliation, vous pouvez aussi vous mettre avec quelqu'un qui brille plus que vous trouvez meilleur que vous, que limite vous admirez, mais pour vous, quelque part, vous culpabilisez et vous renfoncez encore plus. Parce que normalement, c'est normal en amitié d'apprécier les qualités de ses amis, mais on devrait se dire, bah, mon ami elle est super, c'est génial, etc. Mais pas pour autant se dévaloriser. En fait, le problème de l'humiliation, cette blessure, c'est la dévalorisation que vous allez vous faire. Vous allez en fait moins briller, vous allez vous minimiser vos capacités, minimiser votre façon d'être, minimiser votre beauté par exemple, minimiser toutes vos qualités en fait. Parce que vous avez l'impression que si vous les mettez en avant, vous êtes égoïste. Dans la confusion d'ailleurs des religions qui ont mis l'humiliation en humilité, ce qui n'a rien à voir. Être humble, ce n'est pas s'humilier. Puisqu'en fait, on peut être humble dans le sens de savoir qu'on a énormément de capacités sans se la raconter, comme on dit, sans en rajouter tout le temps, sans le remettre systématiquement sous le tapis, mais pas pas sur le tapis justement, mais pas sous le tapis non plus, c'est ce que j'allais dire. En fait, parce que le problème, c'est que quand on est trop humble, comme on nous l'apprend dans les religions, etc., le souci, c'est qu'au final, les gens vont s'accaparer vos capacités. Et si en plus vous avez tendance à la blessure d'humiliation, à rigoler de vous-même, à vous dénigrer, etc., ils vont mettre très peu de temps à vous accuser de tous les maux de la planète. Puisque finalement, vous êtes une bonne proie, puisque finalement, vous êtes déjà en train de vous accabler. Donc c'est facile, quand ils font une erreur, de vous la mettre sur le dos, au niveau du travail ou autre. Et ça, voilà, beaucoup de gens l'ont vécu. J'ai des gens qui m'ont raconté des sacrées histoires comme ça, où en fait les personnes, en plus, disaient leurs erreurs, mais les autres en rajoutaient une tonne et leur mettaient sur le dos et culpabilisaient de choses qui ne leur appartenaient pas. Donc en fait, ça part bien de quelque chose qui ne vous appartient pas au départ, puisqu'en fait, c'est du transgénérationnel, ou peut-être même d'une vie passée. Imaginons que dans une vie passée, vous aviez été riche, mais que vous avez mal utilisé cet argent, ou que vous avez associé cet argent à du malheur, à être seul, isolé, une cage dorée, ou que les gens vous utilisent. Bah, vous pouvez avoir une notion de gagner de l'argent de nos jours qui est falsifiée et qui est salie. Donc peut-être que vous allez être extrêmement généreux, mais à donner tout ce que vous avez aux autres, parce que dans votre idée, pour être une bonne personne et pour être heureux et aimé, il faut donner aux autres. Vous voyez ? En fait, tout dépend de la narration que vous vous faites. Tout dépend des vies passées que vous avez eues, de votre transgénérationnel, des expériences que vous avez vécues et surtout comment vous les avez interprétées. Donc tout ceci, c'est un travail qu'on peut faire remonter en constellation familiale puisque votre inconscient va tout m'expliquer et que chaque pièce du puzzle va être remise à sa place.
Parce qu'en fait, finalement, vous connaissez sûrement l'adage, enfin l'explication un petit peu avec le billet froissé, qu'il ne perd pas sa valeur. Donc vous avez peut-être été dénigré, critiqué quand vous étiez enfant, rabaissé. Mais ce qu'il faut savoir, c'est souvent, en fait, que des fois les gens vous rabaissent et ils ont une réaction violente contre vous, parce qu'en fait, vous leur montrez quelque chose. Souvent les gens parlent d'eux, ils ne parlent pas de vous. Donc si par exemple, vous avez des capacités, vous êtes hypersensible, vous captez des choses, ce qui se cache en dessous de l'iceberg, et que vous dites des vérités, tous les enfants en général, on est plutôt purs, on va dire les choses, ou surtout si vous avez des dons ou des choses comme ça, les gens peuvent même carrément vous critiquer en vous disant que vous êtes fou, que ce que vous voyez n'est pas vrai, et ils vont vous casser. Pourquoi? Pour que vous ne puissiez pas voir votre valeur, que vous ne puissiez pas voir votre lumière. Parce que si vous voyez votre lumière, vous montrez aussi du doigt leur problème. Et en fait, c'est souvent par écho, par ricochet, qu'ils vont réagir en vous cassant un maximum pour se sentir à la même hauteur que vous. S'ils se sentent plus bas que vous, et ben en fait, il va y avoir un truc comme ça. Après, la blessure d'humiliation, vous pouvez l'avoir vécu même beaucoup à l'école souvent, hein. Par exemple, si vous avez eu... alors moi, ça m'est arrivé ça. J'étais petite, je suis allée au tableau, je pense que ça arrive à plein de gens. Et grand trou noir, impossible. Le stress, en fait, crée de la cortisol, du cortisol dans le cerveau et peut vous faire alors ce que j'appelle moi un gel de cerveau qui est en fait le fait de ne plus rien savoir. Page blanche. Et en fait, plus rien ne sort. On peut nous poser une question même toute simple. Le cortisol a fait son effet et rien ne sort. Ce qui peut être confondu par exemple avec les capacités intellectuelles. Si par exemple dans votre famille, ça s'est produit, ça crée une sorte de petit traumatisme qui reste enquisté dans votre cellule. Quand vous allez ensuite au travail, euh, mettre un PowerPoint, montrer un petit peu, faire un discours devant la classe, il se peut que vous ayez le même problème qui se réactive. Et plusieurs fois Mais après, ça peut être aussi une chose vécue comme ça par votre parent. Et quand le jour où vous réactivez le même style de scénario, et ben votre parent peut être honteux parce qu'il se rappelle la honte qu'il a eue lui. Et vous voyez cette humiliation comme si vous portez cette humiliation comme si c'était la vôtre. Ça peut créer l'anxiété et une peur d'être vulnérable, d'être vu tout simplement, vu, vulnérable. En fait, le fait d'être vu, d'être mis au centre de l'attention, peut être ensuite perçu comme dangereux. Parce que si on voit qui vous êtes, on peut aussi se moquer de vous, vous critiquer, vous dénigrer, vous rabaisser, etc., etc. Mais en fait, finalement, on peut plutôt en rire et se dire bah ça arrive à n'importe qui, c'est pas grave. Et puis voilà, ça n'a rien à voir en fait. Les troubles, alors je parle pas mal des troubles 10 parce que j'ai pas mal de patients qui en ont et qui me disent en fait que ça a créé ensuite à l'âge adulte des conséquences sur leur estime d'eux-mêmes. Quand on a de la dysphasie, de la dyscalculie, quand on se sent pas bien dans ses mouvements, dans sa coordination, on peut avoir en fait justement des petits troubles vus par les autres et moqués par les autres. Alors, bien heureusement, plus on avance dans le temps, plus c'est connu, donc plus les gens font attention à ça et sont moins moqueurs. Mais l'image de soi négative a pu rester engrammée dans nos cellules. Et le genou peut faire mal, puisque la relation aux autres peut être entachée. Donc moi, ce que je voulais vous expliquer un petit peu dans cette blessure d'humiliation, c'est tout simplement que ça peut être traité. On peut libérer en constellation familiale en fonction de l'origine de départ de votre blessure d'humiliation. Et elle peut tout à fait être libérée et vous pouvez ensuite totalement faire des conférences ou parler en public sans aucun problème, par exemple. Pour moi, c'est comme ça que ça s'est passé. Et pour d'autres patients, ils ont pu enlever cette anxiété chronique, qui leur créait en plus de l'autosabotage, d'autres soucis. En fait, parce qu'en général, c'est pas tout seul. La blessure d'humiliation, on est rarement seul. Souvent, elle est avec une blessure d'injustice, un sentiment de culpabilité exacerbé, des fois des peurs de l'échec qui bloquent dans le présent. Il y a plein de choses associées. Mais ne vous inquiétez pas, on peut tout à fait trouver une solution à tout ça. Donc si ça vous intéresse, je vous mets en lien
vous avez à propos, dans ma description, vous aurez mon site internet qui explique un petit peu comment je procède pour les constellations familiales et l'agenda aussi, le Google Calendar, qui permet de prendre rendez-vous avec moi. Dans mon site internet, vous allez à la page tarification, vous avez aussi mes tarifs, bien évidemment. Je vous remercie. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter ou à partager pour faire vivre la communauté. Je vous remercie et bonne journée. Au revoir.